Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le juge président, je vous salue à nouveau. Veuillez faire entrer le témoin, s'il vous plaît. Good afternoon, Mr. Witness. Rebonjour, monsieur le témoin. J'espère que vous avez pu vous reposer quelque peu. Nous allons à présent poursuivre l'interrogatoire principal de monsieur le procureur, et ce pour les 2 prochaines heures à peu près. Est-ce que cela vous convient? Monsieur le Président, merci beaucoup. Je me suis reposé un peu. So the floor. Le président, monsieur le procureur, veuillez poursuivre. Monsieur MacDonald, merci, monsieur le président. Rebonjour. Bonjour, Monsieur le Président. On va poursuivre de la même façon qu'on a fait ce matin. OK. Et je veux juste revenir sur... on s'est laissé, avant la pause déjeuner, on était à le 4 décembre 2010, au palais présidentiel, l'investiture de M. Gbagbo. Et avant d'aller plus loin, je comprends que ce matin, j'avais proposé une admission à mes collègues en disant le 30 novembre. J'avais mentionné 2011, mais il faudrait préciser évidemment 2010. Là. 30 novembre 2010, au sujet de la vidéo 00470820, où on voit l'incident de la prise de résultats, ou M. Picasse déchirant ou prenant les résultats dans des mains du porte-parole de la CEI. Est-ce que mes collègues sont prêts à reconnaître la date de l'événement? Pas d'objection, monsieur le procureur. Monsieur. No objection, Mr. Maître Knops, pas d'objection, monsieur le président. Le président. Maître Massida, pas d'objection non plus. Alors, monsieur le témoin, vous étiez présent, vous avez mentionné, vous étiez présent à la salle des pas perdus au palais présidentiel. C'est bien cela? Oui, Monsieur le Procureur. Et vous avez mentionné également les personnes qui étaient présentes. Alors, je vais vous présenter un extrait vidéo de la RTI revenant sur justement l'investiture du 4 décembre. J'attire l'attention de la Chambre. Le numéro est le suivant, CIV OTP 0075 0059. Il y a également un transcrit. Le transcrit porte les chiffres 0087 0149. Mais nous allons montrer, si on pouvait nous donner
le lien ici. Nous allons présenter un extrait vidéo pendant quelques minutes. Nous allons arrêter à certains endroits pour revenir avec des questions avec Monsieur le témoin. Mesdames et messieurs, bonsoir. La présidentielle s'est terminée complètement. Laurent Gbagbo a prêté serment de la mi-journée aujourd'hui. La cérémonie a eu lieu ce samedi 4 décembre 2010 au palais présidentiel en présence de nombreuses personnalités. Pour rappel, Laurent Gbagbo a été élu au second tour, au terme du second tour de la présidentielle du 28 novembre 2010 avec 51,45% des voix. Et le Conseil constitutionnel des voix. Et le Conseil constitutionnel l'a proclamé hier. Voici le compte rendu, le résumé de la cérémonie d'investiture avec Honoré Kwame. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Un deuxième. Alors, première question. Vous vous rappelez, c'est bien la prestation de serment de M. Gbagbo? C'est bien ce dont vous faites référence, là? Vous étiez présent? Oui, c'est bien ça. Lorsque on regarde, ici, on a le devant des dignitaires présents. Est-ce que vous êtes capable de nous situer où vous vous trouviez dans cette pièce? J'étais en face, j'étais arrêté. J'étais en face, ici, j'étais arrêté. Et le président était assis en face de moi. Donc, pour les fins d'enregistrement, vous étiez assis derrière le président Gbagbo? Non, non, j'étais arrêté en face. Lui était assis, moi j'étais en face. J'étais en face, il y avait du monde. Donc j'étais arrêté là. On veut juste qu'on se comprenne bien parce que là, vous avez une caméra qui regarde direction de la foule. Donc, si vous voulez, j'étais juste un peu derrière la caméra. Là. Donc, vous étiez derrière la caméra? Voilà. OK. Donc, derrière la prise de vue que nous avons sur cette image, qui est à 1 minute 22, vous étiez derrière la caméra qui filme. D'accord. En avant, lorsqu'on regarde, est-ce que vous êtes capable d'identifier des gens qui sont assis à l'avant, en commençant par la personne qui est habillée d'un complet crème? Oui, vous avez M. Aboudraman Sangaré. Vous avez aussi M. Laurent Donald Fologo. Juste un instant. M. Fologo est-il à la droite ou à la gauche de M. Sangaré quand vous regardez l'image? Une seconde. Oui, on y va, s'il vous plaît. Vous précisez que M. Aboudraman Sangaré est le complet crème. M. Fologo est-il, lorsque vous regardez l'image,
Est-ce qu'il est à la droite ou à la gauche? À droite. À droite. Très bien, nous allons poursuivre. Mandat pour le président Laurent Gbagbo. Ainsi en a décidé le peuple de Côte d'Ivoire au terme du second tour du scrutin présidentiel qui s'est déroulé le 28 novembre 2010 sur toute l'étendue du territoire national. Pour son investiture, l'honneur est revenu au président de la Cour constitutionnelle, le professeur Yaoundé Paul, de proclamer les résultats. C'est bien la même personne à laquelle vous faisiez référence ce matin, le président du Conseil constitutionnel? Oui, c'est bien, M. Yaoundé. Très bien, on poursuit. Résultat du scrutin. Un scrutin remporté par le candidat de la majorité présidentielle avec 51,45% des suffrages exprimés contre 48,55% à son adversaire, Ouattara Alassane. La cérémonie d'investiture qui a eu pour cadre la salle des pas perdus du palais présidentiel a eu lieu en présence d'un parterre de personnalités, dont les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique, les officiers généraux et supérieurs, les élus, les représentants des organisations internationales, les confessions religieuses et les chefs traditionnels. Toutes ces personnalités ont tenu à honorer de leur présence afin d'être les témoins privilégiés de cet événement qui consacre une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La prestation du serment du président de la République a été précédée de la remise du grand collier au chef de l'État par le grand chancelier de l'Ordre national. Il s'en est suivi les félicitations de la première dame, Mme Simone Eivé Gbagbo, à son époux pour sa réélection. Saisissant cette occasion, le professeur Yaoundé Paul, président de la Cour constitutionnelle, a prodigué que... Très bien. Nous allons arrêter ici. Donc, je comprends que vous étiez présent lors de cet événement. Et étiez-vous présent lorsque M. Gbagbo a fait son discours d'investiture? Dans la même salle. D'accord. Vous étiez présent dans la même salle au même moment? Oui, monsieur le procureur. Très bien. Alors, nous allons présenter maintenant ce discours. Quelques conseils au président élu. Il lui a demandé d'œuvrer pour la paix et d'ouvrir davantage les bras pour le développement durable de la Côte d'Ivoire et pour la cohésion nationale. Le président Yaoundé Paul a remercié tous les pays amis de la Côte d'Ivoire pour leur soutien. Il a dit sa reconnaissance à l'endroit des institutions internationales pour leur appui au processus électoral. Dans ce sens, il a fait la lumière sur le rôle de l'ONUCI qui consiste à certifier l'élection présidentielle et non la valider. Ce rôle incombant au président de la Cour constitutionnelle. Au terme de la cérémonie, le président Laurent Gbagbo est intervenu pour faire 2 remarques liées à l'élection présidentielle qui vient de s'achever dans notre pays. La première remarque, c'est que la construction de la République et de la démocratie est une chose difficile. Pour la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de construire la République et nous sommes en train de construire la démocratie. La République, ça veut dire une forme d'État qui donne sa chance à tout le monde, où il n'y a pas de caste, où il n'y a pas de caste nobiliaire et où par conséquent il n'y a pas de caste inférieure. La République, c'est cette forme de l'État où tous les enfants ont les mêmes chances. La République, c'est la République sociale. La République, c'est la République qui embrasse tout le monde et qui ne divise personne. La République, c'est la laïcité. C'est tout ça. La République, c'est la promotion des valeurs. La République, c'est l'égalité. La République, c'est tout ça, toutes ces valeurs que nous essayons de promouvoir. Mais pour que la République soit forte,
il faut qu'elle soit assise sur le socle de la démocratie. C'est l'autre point fort que nous essayons de construire. C'est difficile. C'est difficile, mais il faut que les Africains y arrivent. Aujourd'hui, je comprends mieux qu'avant pourquoi il y a tant de crises en Afrique. Avant, j'étudiais ces crises en tant qu'intellectuel, en tant que professeur, chercheur, historien, politologue. Mais aujourd'hui, je vois et je touche ce que j'étudiais. Les crises viennent du fait aussi que les gens vivent hors la loi. Les gens n'aiment pas respecter la loi et les procédures qui en découlent. Ça, c'est essentiel. Il n'y a pas d'État fort, il n'y a pas de République forte sans loi et sans procédure. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de République forte où chacun fait ce qu'il a envie de faire, où chacun fait ce qui lui semble bon. Ce n'est pas possible. Il n'y a de République forte que assise sur les règles de la loi. Ensuite, organe administratif, la commission électorale ne proclame pas le résultat des élections. Elle donne les résultats qu'elle a acquis au plan provisoire. Parce que ce n'est pas une juridiction. Dans une république, c'est seulement une juridiction qui peut conférer à un résultat l'autorité de la chose jugée. Les résultats que donne la commission, qui sont des résultats bruts, sont jugés à partir des réclamations des uns et des autres, adressées non pas à la commission, mais au Conseil constitutionnel, qui seul a autorité pour juger. Il faut connaître la loi, il faut suivre le droit et les procédures subséquentes. La deuxième chose, c'est que un pays où les gens ne connaissent pas leur place est un pays qui va au-devant des problèmes. Moi, en représentant le peuple de Côte d'Ivoire, je ne manque de respect à personne parce que je ne veux pas que quelqu'un nous manque de respect. Et je me bats toujours pour respecter tous ceux qui nous font l'amitié d'être avec nous, parce que je veux qu'eux aussi nous respectent. Ces derniers jours, j'ai noté des cas graves d'ingérence. Je souhaite que les uns et les autres se ressaisissent. Je souhaite que les uns et les autres se ressaisissent. Parce que nous n'appelons pas quelqu'un pour venir gérer notre pays. Or, l'organisation et la proclamation des résultats fait partie de la gestion souveraine d'un pays. La souveraineté de la Côte d'Ivoire, c'est elle que je suis chargé de défendre. Et elle, je ne la négocie pas. Donc, c'est à mes compatriotes que je m'adresse. C'est à mes compatriotes que je m'adresse pour dire, pour que notre souveraineté ne soit pas piétinée, n'appelons pas les autres à s'ingérer dans nos affaires.
Très bien. Donc, vous étiez présent également au moment où ce discours a été prononcé. Oui, j'étais bien là. Je veux juste revenir sur une chose qui est mentionnée par M. Gbagbo lorsqu'il parle d'ingérence étrangère. Pourriez-vous nous éclairer la Chambre au juste? Qu'est-ce qui est... On fait référence à quoi à ce moment-là? M. Gbagbo, selon vous, fait référence à quoi à ce moment-là? Vous savez, le président Gbagbo a toujours dit que la mort vaut le déshonneur. M. Gbagbo était non seulement il est un grand chef d'État, le président Gbagbo, pour l'honneur et la dignité, il n'acceptait pas. Ce discours veut dire, on est dans un pays où nous, on pense qu'on est souverain, on a notre indépendance. Et on n'a pas trouvé normal, et ce qui est bien, que des gens qui vont nous guider de la façon dont nous devons gérer la Côte d'Ivoire, comme on a notre constitution, on a nos lois, on a nos règles, et que les gens, que le président fait allusion, moi je pense, il y a l'ONU, il y a la communauté internationale, il y a l'Union européenne, c'est des gens qui se mêlaient des affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Et ça, le président, en aucun cas, ne pouvait accepter ça. Et ça, il parlait. C'était un signal fort qu'il était en train de lancer à ces personnes, à ces pays, à ces gens. Moi, comme ça, j'ai vu le discours. Je ne sais pas si c'est comme ça. Il a voulu la prononcer, ce qu'il a voulu dire. Mais moi, l'homme que je connais a toujours lutté pour la sécurité totale de la Côte d'Ivoire. Et même aller, si vous voulez, que les pays africains aient leur sécurité et qu'ils soient respectés. Et je pense que, pour ne pas aller peut-être trop loin, c'est ça, aujourd'hui, il se retrouve ici. Juste pour clarifier, en regardant le transcrit, j'ai compris que vous faites référence aux Nations Unies, j'ai compris que vous faites référence à l'Union européenne, et vous avez également mentionné à la page 13, à la ligne 13, pardon, page 64, il y a le comité international. Vous faites référence à quelle organisation à ce moment-là? Je vais dire, l'organisation qu'on a toujours appelé, qu'on n'a jamais connu le père, le comité international. C'est toujours appelé le comité international. Ça peut être l'ensemble. J'arrive, monsieur le procureur. 5 secondes. Ah, ok. Vous voulez dire communauté internationale. C'est ça que vous dites. On a compris peut-être comité international, mais je comprends que vous faites référence à la communauté internationale. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. D'accord. On va prendre une petite pause ici, 2 petites secondes. Comment, si vous vous rappelez, s'appelle la personne qui était à ce moment-là le
représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'UNOCI, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Monsieur Cho. Monsieur Choi, C-H-O-I. Monsieur Choi, est-il intervenu au moment de la question des résultats électoraux? C'est-à-dire au moment où, avant ou après, bon, est-il intervenu dans le processus des résultats de l'élection? Je pense qu'il intervient dans beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Dans beaucoup de choses. On pourra revenir effectivement et nous y reviendrons, mais en ce moment, la question est tout simplement au moment du dévoilement des résultats, de cette interaction entre la CEI et le Conseil constitutionnel. Joue-t-il un rôle à ce moment-là, et si oui, lequel? Le rôle qu'il a joué, à ma connaissance, que je pense bien, c'est que c'est eux qui sont allés prendre le président de la commission, M. Youssouf Bakayoko, pour l'emmener, programmer les élections dans ce que vous appelez le quartier général du candidat M. Alassane Ouattara. Et je pense que aussi, il a dû, d'après, si j'ai un bon mémoire, qui a validé, que l'ONU validait les élections de ce qui a été prononcé par Youssouf Bakayoko. Quand vous dites, évidemment, le quartier général, vous faites référence au quartier général de campagne à l'Hôtel du Golfe? Oui, monsieur le procureur. Vous qui étiez à ce moment-là impliqué dans la campagne, n'est-ce pas? Vous êtes même avec le directeur général de la BNC, monsieur Dr Issa Malik. Avant même que les résultats soient annoncés, au moment même où les élections sont organisées par la CEI, quel était le rôle à ce moment-là connu des Nations Unies? Parce que vous avez fait référence à validation des élections juste ici à ce moment-là, mais que savez-vous à ce sujet-là? Avant même que le résultat soit lancé, durant la campagne électorale? Moi, ce que je pouvais dire à propos de ce sujet, comme je vous ai dit, ce que je sais, à ma connaissance moi-même, l'ONU, si vous voulez, nous, on pense que l'ONU était un peu, c'est géré dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire, surtout dans le cadre des élections. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est eux qui disent qu'ils valident les résultats de M. Youssouf Bakayoko. Et quand l'ONU dit qu'il valide les résultats de M. Youssouf Bakayoko, ça veut dire qu'elle ne reconnaissait pas la victoire de M. Laurent Gbagbo. C'est ce que moi j'ai compris et c'est ce que moi je pense que ça veut dire. Et vous, à ce moment-là, qui êtes sur le terrain, n'est-ce pas, est-ce que vous savez comment, au sein de la galaxie, comment c'est perçu à ce moment-là, cette intervention, vous dites, dans la gestion et la validation des résultats?
Et donc, la non-reconnaissance de M. Gbagbo au sein de la galaxie, à ce moment-là, pas seulement vous, vous en êtes un membre, mais de manière concrète, expliquez-nous. C'était révoltant. C'était très révoltant. On ne pouvait pas accepter ça du tout, que l'ONU n'était pas là pour donner des résultats ou valider des résultats. Nous sommes dans un pays souverain où on a notre constitution, où on a notre institut de mécanismes de travail. Et nous, on estime que, comme le président l'a dit dans son discours, la personne le mieux placée d'élire ce droit, c'était la Cour constitutionnelle. Ça, c'est ce qu'il a dit dans son discours. Et c'est ce que nous pensons aussi. Toute la galaxie patriotique, tous les Ivoiriens qui étaient pour la victoire de Gbagbo, on pensait comme ça et que c'était la vérité, que c'était la Cour constitutionnelle. Mais autre partie, peut-être vous n'êtes pas encore venu et que vous avez vu dessus, c'est que de l'autre côté, ils n'ont pas admiré, ils n'ont pas accepté que en 3 jours peut-être après que la commission électorale a pu envoyer le dossier à la Cour constitutionnelle, qu'en 3 jours, que la Cour constitutionnelle a pu faire le travail et venir donner les résultats. Donc c'est une manière de vous dire qu'il y avait des problèmes toujours. Personne n'acceptait les résultats de l'autre. À partir de ce moment-là, vous dites que la même journée, M. Ouattara également se fait assermenter. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances cette assermentation a eu lieu, comment ça s'est fait? Est-ce que vous avez des détails? Et si oui, peut-être nous dire comment vous l'avez appris, là, pour qu'on ait comment vous dire, la source de vos informations, si c'est de seconde main. Monsieur le procureur, pour savoir comment les choses sont déroulées, l'investiture de M. Alassane Ouattara, je n'étais pas là-bas. Mais comme je vous avais dit, que j'avais eu l'information quand on était au palais présidentiel, quelqu'un me disait que Alassane aussi était en train de faire son investiture par M. Youssouf Bakayoko pour le proclamer comme président de la Côte d'Ivoire. Quelle est la réaction maintenant au niveau concrètement de la galaxie et de ses membres, de ses leaders? Comment réagit-elle concrètement sur le terrain? Bon, quand vous parlez sur le terrain, c'est un truc qui venait de se passer. Moi, j'étais encore au palais. Quand le président a fini tout, il devait rentrer chez lui. Moi, j'ai pris ma voiture, je suis rentré chez moi et ils sont allés à la maison. Et moi, je suis resté en train d'observer l'évolution de la situation. Donc, moi, je ne suis pas parti avec la galaxie patriotique, je ne suis pas parti avec eux. Moi, je suis rentré chez moi. Et je crois que beaucoup parmi eux sont allés féliciter le président à la maison de cette victoire-là. À ce moment-là, vous dites communauté internationale. Y a-t-il des pays de cette communauté internationale qui sont l'objet, comme les Nations unies, à ce moment-là, ou l'Union européenne, accusés de cette ingérence dans les affaires souveraines de la Côte d'Ivoire? S'il vous plaît, M. le procureur, vous pouvez bien reprendre votre question ou aller plus profond parce que je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Tout
Tout à l'heure, vous avez fait référence qu'il y avait les Nations unies, il y avait l'Union européenne et également la communauté internationale qui était accusée de s'ingérer dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je veux savoir, parmi la communauté internationale, y avait-il des pays qui étaient accusés spécifiquement de s'ingérer ou s'être ingérés au niveau électoral, la souveraineté de la Côte d'Ivoire? Oui, monsieur le procureur, cette affaire n'a rien à cacher. La France est accusée 100% dans l'affaire de la crise et des élections en Côte d'Ivoire. Ça, tout le monde le sait. Les médias en parlent, tout le monde en parlait. Et nous, ça nous révoltait. Parce qu'il y avait le président Sarkozy qui était aux gérances de la France et qui s'est impliqué avec force dans cette affaire des élections en Côte d'Ivoire. Et je pense beaucoup aussi que en allant aux élections, le président avait accepté d'aller aux élections puisque la communauté internationale l'obligeait d'organiser les élections. C'est là, je pense, moi, ce sont mes analyses à moi, il a été piégé en acceptant d'aller aux élections de cette façon. Parce que, en fin de compte, quand j'ai vu toutes ces évolutions de la façon les choses ont commencé à être faites après les élections, pour moi, c'était un piège tendu au président Laurent Gbagbo. Et il est tombé dedans. Outre la France, y avait-il d'autres pays qui étaient également l'objet? Ou est-ce que la France était le seul? Vous savez, monsieur le procureur, on comprenait où venait le problème de la Côte d'Ivoire, puisque on s'est rendu compte et on a vu que la communauté internationale avait pris position ferme contre le président Gbagbo et soutenu le président Alassane. Il s'est trouvé que, quel que soit ce qui devait arriver, ça allait arriver, mais la France de Sarkozy n'a plus voulu du régime du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Toute la Côte d'Ivoire le sait, toute l'Afrique le sait, et le monde le sait. La France, j'arrive, monsieur le procureur, si vous me permettez, la France de Sarkozy n'a plus voulu le régime de M. Gbagbo parce qu'il arrivait un moment avec tout ce qui s'est passé, avec le bombardement de Bouaké, avec ce qui s'est passé à l'hôtel Ivoire, ce qui s'est passé quand les Ivoiriens, les patriotes se révoltaient pour aller s'en prendre au 43e Bima par rapport à ce qui s'est passé, où on a été bombardé par les hélicos militaires, des hélicos militaires qui bombardaient les civils, qui allaient attaquer zone 4, la 43e Bima, partout où il y avait, si vous voulez, puisque nous, on s'est dit que la communauté internationale et tout cela avait dépassé le bon, s'était mêlé trop loin, allé trop loin dans les gestions de l'État de Côte d'Ivoire. Je m'excuse de vous interrompre parce que vous devancez peut-être quand vous faites référence au 43e Bima, vous faites référence plus vers la fin de la crise. On se situe au mois d'avril ou est-ce qu'on se situe en novembre 2004? En novembre 2004. OK. Oui, monsieur. Alors, vous faites référence au 43e Bima, les incidents de novembre 2004. Oui. Très bien. Alors, ça,
concentrons-nous toujours à cette période en décembre 2010, s'il vous plaît. Comment réagissent les organisations africaines, en commençant par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Après les élections? Oui. Quand vous faites référence à la communauté internationale, vous dites que la communauté internationale était contre vous, n'est-ce pas, contre la Côte d'Ivoire. Comment réagit à ce moment-là la CEDEAO? Monsieur le procureur, je n'ai pas dit contre la Côte d'Ivoire. J'ai dit contre nous, le régime de Gbagbo, pas la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit. L'Union africaine. Commençons par la CEDEAO, on va arriver à l'Union africaine. Ah, ok. Bon, CEDEAO est en train de jouer un rôle de médiateur pour apaiser la crise et sortir de la crise. C'est comme ça qu'il a commencé à avoir des médiateurs qui arrivaient en Côte d'Ivoire et il y avait d'autres réunions qui se faisaient ailleurs pour régler le problème de la crise, comment il faut sortir de la crise. C'est comme ça la CEDEAO intervenait en Côte d'Ivoire. Comment était-elle perçue, la CEDEAO, à ce moment-là, en décembre, lorsqu'elle est intervenue? Vous rappelez-vous comment les déclarations des présidents de la CEDEAO, des représentants de la CEDEAO, alors qu'ils visitent la Côte d'Ivoire, au sujet justement des résultats de l'élection? Vous savez, il y a eu, s'il y a de bonnes mémoires, il y a eu, je crois, il y a eu plusieurs va-et-vient, plusieurs réunions, mais beaucoup conseillaient que le président Gbagbo cède le fauteuil à Alassane. Et comment est-ce que c'était perçu, ça, par vous ou la Galaxie patriotique, par les patriotes de manière générale, les supporters de M. Gbagbo? Très mal. On ne pourrait pas accepter ça. Pourquoi? Mais parce que nous sommes un pays souverain et on a notre constitution et on a notre mécanisme de travail et qu'il y avait des gens qui avaient lu les droits, qui avaient proclamé aussi les élections. Donc on ne pouvait plus accepter de recevoir des conseils venant d'ailleurs. Il faut qu'on ralentisse un peu. Ça me fait plaisir. Mais pourtant, la CEDEAO, c'est des pays d'une organisation de l'Afrique de l'Ouest. On ne parle plus de l'ONU, on ne parle plus de l'Union européenne, on ne parle plus de la France. On parle de pays africains et de la sous-région. Oui, c'est vrai. Mais le président Gbagbo a toujours dit, lui, il ne s'est jamais mêlé dans les affaires des autres. Il ne faudrait pas que les autres se mêlent de ses affaires. Voilà ça, monsieur le procureur. Et ces pays de l'Afrique de l'Ouest étaient-ils associés à quelques manipulations ou... Oui, monsieur le procureur, les pays voisins, comme vous le savez, nous, on a toujours dit, par exemple, certains chefs d'État étaient manipulés par la France, par l'Union européenne, nos pays, nos camarades, nos pays, nos voisins. Donc, beaucoup de nos pays voisins ont voulu que le président Gbagbo se retire pour donner la place à M. Ouattara. Et pourquoi faisait-il ça?
Écoutez, pourquoi ils faisaient ça? C'est ceux qui savent, ce sont des intérêts. Je pense que c'est des intérêts importants. Et aussi, je pense que, ils pensent que c'était la meilleure façon d'éviter une guerre civile. Comment c'était perçu au sein de la galaxie patriotique cette demande de la CEDEAO que M. Gbagbo laisse la place à M. Ouattara? Je crois que je vous ai répondu tout à l'heure, je vous ai dit très mal, très mal. On a aperçu ça très mal, on ne pourrait pas accepter ça. Continuons maintenant avec l'Union africaine. L'Union africaine est-elle intervenue dans la crise? Et si oui, à quel moment? En quel mois? Quelle période? Si vous êtes capable de nous éclairer. Monsieur le procureur, quand vous dites intervenu, parce qu'il y avait quelle manière d'intervenir? Parce que comme ils ont voulu intervenir dans le cadre militaire, c'est de quel intervenir vous parlez? Ils ont intervenu comme dans le dialogue ou bien sur le plan militaire? Commençons avec, sur le plan militaire, vu que vous l'avez soulevé en premier, est-ce qu'il a été question au sein de l'Union africaine ou des pays africains à ce moment-là d'une intervention militaire en Côte d'Ivoire? Et si oui, à quel moment est-ce que ça s'est publicisé en premier? Oui, je vois. Monsieur le procureur, l'Union africaine, après plusieurs tentatives de négocier tout ça, et nous, on a estimé que la négociation de l'Union africaine avait une position prise dans leur façon de négocier, puisqu'ils avaient déjà eux-mêmes arrêté, dit que le président Gbagbo devait quitter la présidence. Et que si le président Gbagbo s'entêtait, ils allaient utiliser la force pour faire intervenir l'armée de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Et c'est là que les choses sont dégérées. C'est là que les choses sont allées très mal. Cette façon de prendre la décision de l'Union africaine n'était pas bon. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce qu'il y a eu cette déclaration de l'Union africaine où il pourrait y avoir une intervention militaire si M. Gbagbo ne quittait pas le pouvoir? Je ne peux juste pas te donner des dates justes, mais c'est dans les périodes après les proclamations des deux partis pour les deux candidats. Et dans ces périodes de 3 mois, il y a eu tous ces genres d'intervention de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'ONU, et les médiateurs qui ont été choisis pour venir en discuter avec le président, aller discuter avec Alassane, et chacun donnait sa position. À ce moment-là, est-ce qu'il y a-t-il des rencontres au sein de la galaxie pour discuter de la sortie de crise? Moi, je crois que vous avez les dépositions là-bas. Je vous ai déjà dit, quand on avait fini le deuxième tour des élections et que j'ai été surpris de voir que M. Alassane aussi a été investi comme président de la Côte d'Ivoire. Et il y avait M. Gbagbo qui a été investi comme président de la Côte d'Ivoire. J'ai tout de suite compris qu'il risque d'avoir une guerre civile. Ça, ce sont mes analyses à moi. Donc, ça fait qu'à partir de cet instant, de ce moment, jusqu'à la chute jusqu'à le bombardement du président Gbagbo, jusqu'à aller le prendre pour l'amener au nord et l'amener ici, moi,
je n'étais plus actif. Si je vais bien dire, j'étais toujours avec le président. Je le saluais, je le soutenais toujours, j'étais toujours avec lui. Mais je n'étais plus actif avec la Galaxie patriotique parce que moi, j'ai compris qu'on ne pouvait pas. Ça, c'était mes analyses personnelles. Et je n'ai pas à juger quelqu'un. J'ai compris que l'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU, l'Union européenne, on ne pourrait pas faire la guerre. Et surtout la toute-puissante France, qui a un de leurs bases militaires en Côte d'Ivoire, 43e Bima, qui est très bien équipé, avec beaucoup de logistique. J'ai compris qu'on ne pouvait pas aller en guerre. Moi, c'était mes analyses. On ne pouvait pas aller en guerre avec ce monde-là. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas.